Vous connaissez le capteur plein format, le moyen format, l'APS-C, mais est-ce que vous connaissez les capteurs micro 4 tiers? On vous dit tout aujourd'hui avec la marque OM System. Aujourd'hui, on vous parle de la marque OM System. J'ai à mes côtés Thierry Bourque. Bonjour Thierry. Salut Alex, heureux de revenir. Eh bien écoute, bienvenue sur Love Light. On va parler, je voulais un petit peu avec toi, voir un peu toutes les fonctionnalités d'OM System. C'est une marque que je ne connaissais pas bien. Je souhaitais vraiment faire des tests un petit peu et puis parler plus en détail de certaines fonctionnalités que j'ai retenues, que j'aime beaucoup. Alors, tout d'abord, ce que je te propose en fait, c'est qu'on va se balader à travers les menus de l'appareil. J'ai entre les mains donc l'OM1 qui est un petit peu le vaisseau amiral Marque 2. Marque 2, il faut le préciser. C'est un appareil donc micro 4 tiers, je le disais en introduction, et puis avec plein de fonctionnalités, et puis un petit peu des préjugés, ou tout simplement une méconnaissance du produit. Et moi, je voulais avec toi un petit peu faire revenir sur des choses que j'ai aimées ou que j'ai pas forcément bien compris. Et je t'ai demandé de m'amener des photos pour qu'on puisse travailler ensemble et regarder un petit peu tout ça. Avec grand plaisir. Super. Ben, merci d'être là. Alors, tout d'abord, on est avec un appareil, d'abord au niveau du form factor qui est quand même beaucoup plus petit, avec des optiques qui sont moins lourdes. Et ça, c'est quand même très intéressant quand on veut se balader en forêt, on veut aller se faire la balade. Enfin, en tout cas, dès qu'on arrive à nos âges, c'est toujours très bien. Moi, ce que je voudrais d'abord voir avec toi, parce qu'on en a beaucoup entendu parler, et on va le voir avec cette première photo qui va arriver, c'est cette notion de traiter les ISO sur un OM1. Alors, on a à l'écran cette première photo qui va également s'afficher derrière toi, où on va avoir... alors là, on monte en ISO, on est à combien là? Là, on est à peu près à 6004 de mémoire. Alors, pour expliquer un petit peu le contexte, habituellement, je monte beaucoup de photos d'ambassadeurs. Donc là, dans le timing, j'ai pas forcément eu le temps de leur demander des images. Donc j'ai quelques photos que j'ai réalisées moi. Qui ne sont pas à la hauteur de ce que font nos ambassadeurs, bien sûr, mais ce qui va vous permettre peut-être de découvrir certains réglages que tu souhaitais évoquer. Oui, tout à fait. Donc là, c'est une image que j'ai prise pour tester l'OM1 Marque 2, justement, avec le 150-600. D'accord. Donc c'est une première image que j'ai faite avec, et là j'étais à 6400 ISO sur cette image. Là tu es à 6004 là? Là je suis à 6400 ISO. D'accord. Et effectivement ta remarque, Marc t'attaques fort, hein. Donc la sensibilité ISO fait souvent partie des interrogations que les gens ont aujourd'hui. Maintenant la sensibilité ISO, il faut aussi l'intégrer avec la qualité de notre stabilisateur, puisque du coup on n'a pas forcément besoin de monter beaucoup plus en sensibilité ISO, puisqu'on est compensé par notre stabilisateur. Et là, c'est un cas concret, hein, puisque là, j'ai quand même un 150-600 dans les mains. Pour rappel, tu parlais tout à l'heure de la taille de notre capteur. Donc, il faut multiplier par 2 la valeur de l'objectif. Donc, j'avais quand même un 1200 mm dans les mains pour faire cette photo, et je suis à main levée. Là, tu es à combien t'es à 600 là sur le... Ah, je suis à fond de zoom là, sur celle-là, puisque là, il était vraiment très loin, et les conditions météo... Et moi, j'aime bien les photos sans... On le verra dans mes images, mais j'aime pas déranger. Voilà, donc je reste le plus loin possible. Donc là, je suis avec un équivalent 1200 mm à main levée. Et alors, je suis à 6400 ISO. On le dit, on le précise, ce sont des images aussi qui ont été retraitées. Bien sûr. Toutes celles qu'on va voir sur les ISO. Donc effectivement, la montée en ISO sur ces photos-là, ça suit sans problème. Là, j'ai une autre photo où là, tu es monté un peu plus, je crois. Oui, effectivement. Non, alors, j'ai dit une bêtise. Celle d'avant, pardon. J'étais à 3002. Voilà, exact. Et l'écureuil, j'étais à 5000. Voilà. Donc là, tu es à 5000. Oui. On continue, on monte. Là, tu arrives. Alors là, c'est le matin, c'est le soir? Oui, c'était très compliqué là, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de lumière. Là, je suis monté assez haut. Et là, les conditions, il devait être 5 heures du mat. Hein. Ah oui. Donc 5-6 heures du mat, vraiment le lever du jour. Et voilà, on fait des belles rencontres à cette heure-là. Et donc là, c'était des conditions un peu compliquées. 6004. Et là, j'étais à 6004, pas plus. On verra qu'on peut aller au-delà. Hein. Mais là, j'étais à 6004. C'est l'image suivante. L'image suivante, là, tu es monté encore plus haut. Là, je suis à plus de 12 000. Donc là, je suis à 12 008 pour être précis. Et là, c'est encore une fois des conditions très compliquées, puisque c'était en fin de journée. Là, il devait être aux alentours de 6-7 heures. Donc 6-7 heures, l'hiver, vous voyez, il n'y a pas beaucoup de lumière. Et en plus, il neigeait. Tu te rappelles de la focale que tu avais là? Là, j'étais avec le 150-400.
Donc j'étais avec un équivalent 800 mm pour faire cette image. Et ce qui me plaisait, c'est la goutte d'eau qu'on voit au-dessus du bec. Ouais. Et j'aimais bien cette composition d'image pour montrer effectivement les conditions météo. Donc 12 000 ISO, donc c'est vrai que c'est très très joli. Bon après, toi je crois que tu utilises des outils comme DxO. Oui, moi je suis assez fan de DxO. Donc j'utilise beaucoup de DxO Puro, qui est un logiciel remarquable, je trouve, pour débruiter. Et donc je travaille beaucoup avec DxO Puro. Oui. Enfin avec la partie d'e-prime, parce que Puro lui il retravaille en fonction de l'optique. Alors, si je dis pas de bêtises, il retravaille en fait avec en fonction de l'optique, il redresse en fait ce qu'il y a à redresser. Oui, après c'est des choix personnels. On peut jouer sur beaucoup de facteurs avec Puro. Effectivement, on a d'e-prime, on a d'autres niveaux de nettoyage. Et là, je suis pas sur le nettoyage le plus élevé. Hein. Je suis sur un nettoyage qui reste pour moi très agréable parce qu'on garde quand même le détail. On va pas lisser un max les images et on voit qu'en n'allant pas chercher le maximum de ce que proposait DxO Puro, on arrive à avoir des images qui sont super propres. Ouais, d'accord. Alors après, on passe à une autre fonctionnalité moi, que j'ai appréciée sur cet appareil, je l'ai testé. C'est quand on va dans les fonctionnalités, qu'on suit les menus en fait, on arrive à un moment donné sur les filtres. Oui. Et notamment la partie filtre ND qui va nous permettre de faire de la pose longue. Oui. Là, en l'occurrence, si je vais donc voir dans le menu, on s'aperçoit qu'on peut avoir jusqu'à 7 stops sur la série Mark II de l'OM1, 7 stops de filtres. On commence à ND2 et on va jusqu'à ND 128. 128, absolument. C'est l'évolution entre l'OM1 et l'OM1 Mark II. Enfin, c'est une des évolutions entre l'OM1 et l'OM1 Mark II, c'est de proposer un ND 128. Là où l'OM1 va s'arrêter au ND 64 et un OM5 va proposer un ND 16. Ok. Donc là, on a une photo qui est à l'écran où on voit justement l'utilisation de ce filtre ND. Oui. Là, tu étais à combien là? Alors là, on voit que la photo elle est superbe, donc c'est pas de moi. Ah, ok. D'accord. Là, c'est une photo qui a été prise par un de mes ambassadeurs que j'aime beaucoup. Après, je les aime tous, donc c'est compliqué de faire des choix. Ça, c'est une des dernières images que m'a envoyé Adrien Sutter, qui a été réalisée cet été. Donc il a été vagabondé, randonné dans les montagnes suisses et italiennes. Et donc ça, c'est une des images qu'il m'a envoyée. Et ce que j'aime beaucoup dans cette image, avec Adrien, c'est qu'il ne va pas chercher le filtre ND à l'extrême. Pour pouvoir quand même garder la puissance de l'eau et du torrent. Parce qu'il y a deux façons de travailler avec les filtres ND. Il y a soit on va chercher ce côté un peu nuageux que beaucoup de gens font avec les filtres ND, ou alors on peut essayer de trouver le juste milieu. Et c'est l'intérêt d'avoir ces différents paliers à notre disposition. Et dans ces cas-là, donc, lui, Adrien, fait le choix de montrer la puissance du torrent, qui reste en courbe visible, tout en ayant cet effet de vitesse lente. Oui, c'est vrai que quand on utilise le filtre, en fait, et qu'on s'amuse à se balader, à balader le capteur, on s'aperçoit en fait que ça fait une traînée, puisque ça simule en fait la pose longue. Ouais, l'idée en fait avec le filtre ND, c'est que l'appareil va appliquer la vitesse lente sur les pixels en déplacement. Donc effectivement, si on bouge comme ça, c'est que des pixels en déplacement. Et lorsqu'on est fixe, à ce moment-là, la vitesse va être appliquée que sur les pixels qui sont en déplacement. Donc c'est ce qui se passe sur cette image. Donc il y en a qui enlèvent cette simulation et d'autres qui la laissent active. Personnellement, lorsque je donne des cours ou des présentations pour OM System, je mets souvent mon appareil, parce que ça c'est fait à main levée, c'est important de le signaler. Moi je le fais souvent sur trépied, de façon à ce que les gens qui sont derrière moi, et je leur montre en temps réel les différents paliers, et à l'image, en temps réel, on voit le résultat. On voit le résultat avant de faire sa photo. D'accord, ok. Alors toi, ton appareil, tu l'as réglé un peu d'une manière très précise. Donc là, voilà, j'ai le GND qui est activé. Non, le GND, c'est pas bon, il nous faut le ND. Le ND, c'est le bouton 2, je crois. Hein. Le bouton du dessous, oui. Ouais, c'est ça. Donc je garde le bouton appuyé. J'ai une particularité, je t'ai fait un piège, je t'ai apporté le mien perso, et il est personnalisé. Donc moi, je passe pas par les menus, je passe directement par les raccourcis, et j'ai le filtre GND qui est mis sur le bouton du haut, et le filtre ND sur le bouton du bas. Bon, d'accord. Donc si tu appuies sur le bouton du bas, tu as le GND qui va apparaître, mais il faut être en priorité vitesse. Donc ça, c'est un élément très important. Et si on n'est pas en priorité vitesse, on ne passe pas dans ces cas-là. Voilà. Et là, on voit, en fait, on est à 128 et on voit ce côté smooth. Enfin, il simule une pause longue. Alors, on va faire un test. Ne bouge plus.
D'accord. Donc là, la mise au point va se faire normalement sur les optiques. Et dès que je vais passer ma main, donc il va considérer que c'est des pixels en déplacement. Voilà. Et là, dans ces cas-là, on a le filtre qui est appliqué. Et si tu rappuies une fois, ça le coupe. Voilà. Et je rappuie une fois, c'est coupé. Et on revient normal. Bon, ça c'est une première particularité. Toujours dans la pose longue, on a une deuxième image. Oui. Là, c'est un petit peu plus accentué, on va dire. Oui, exactement. Là, on voit qu'Adrien, là, même si on voit encore la puissance du torrent, mais l'intérêt, c'est que lorsqu'on a des ND qui commencent à 2 jusqu'à 128, c'est qu'on peut aussi jouer avec la vitesse et le débit de l'eau. Plus le débit de l'eau va être faible, plus tu as intérêt à avoir un filtre ND important. Bien sûr. Donc là, c'est effectivement le cas d'Adrien. Il monte au fur et à mesure, en fonction, où il descend, en fonction de la puissance du torrent qu'il a en face de lui. Donc là, on voit qu'il y a une cascade au-dessus. Donc forcément, on a une vitesse d'eau importante. Et je sais que cette photo, il l'a pris au ND16, donc il n'est pas montré beaucoup. Non. Mais comme la puissance de l'eau est importante, et ça c'est fait avec un OM5, d'accord. Donc vous voyez que même avec un OM5, on peut sortir ce genre d'image. D'accord, ouais, c'est très joli. On reste dans les filtres. Alors là, toujours, là, c'est la même chose, c'est du GND, mais panoramique. Oui. Alors c'est ça qui est intéressant. Du ND, pardon, panoramique. On peut additionner les fonctions chez nous. Donc là, il s'est amusé à faire du panorama en travaillant toujours avec le filtre GND activé. Okay. Et là, de mémoire, il était sur un GND 8, ce qui n'est pas énorme en soi, pour pouvoir justement garder cette puissance du torrent. Donc là, c'est encore une image d'Adrien Sutter, et qui est, voilà, moi je suis fan absolu, c'est magnifique. Comment tu fais du panorama en fait, techniquement? Alors là, il l'a fait pour l'assembler après. On peut le faire avec l'appareil photo, lui, c'est pas son choix. Donc il a enchaîné les images. Avec le ND. Avec le ND activé, et ensuite il les a montés. Exactement. D'accord, voilà. Il aurait pu le faire à partir de l'appareil photo, mais sur un OM1 en les assemblant par notre logiciel qui s'appelle OM Workspace. D'accord. Donc là, il aurait pu le faire de cette façon-là. Après, c'est un autre choix, mais le plus important, c'est le résultat. Bien sûr. Là, on passe à une autre catégorie de filtres. Oui. Cette fois-ci, c'est les filtres gradients, oui. Le GND. Oui. Et on a donc une fonctionnalité sur l'OM1, mais aussi sur l'OM5. Non, là, que l'OM1. Ah, que l'OM1. Que l'OM1. D'accord, voilà. Et là, on le voit très bien sur l'image que j'ai en temps réel. On a notre filtre, en fait, qui s'applique en hauteur, linéairement parlant. Et si je m'amuse à jouer avec les molettes, tu peux l'inverser. Je vais l'inverser, je vais le faire tourner et je vais pouvoir simuler comme ça ces fameux filtres qu'on avait l'habitude de mettre auparavant. On mettait des plaques avant. On mettait des plaques, voilà. Ouais, exactement. Petite question, quand on enregistre la photo, on prend la photo, on est en RAW. Oui. Est-ce que ce filtre est appliqué? Oui. Il est appliqué. Oui, c'est un des gros avantages, et là on parle d'exclusivité, puisqu'on est la seule marque aujourd'hui à proposer et le filtre ND et le filtre GND à la prise de vue, géré par l'appareil photo, et les deux sont utilisables en enregistrement en RAW et JPEG. Donc c'est vraiment votre choix, soit tu travailles en RAW, soit tu travailles en JPEG, et de toute manière, tu auras sur l'un ou l'autre des formats l'effet que tu as enregistré. Comme on l'aurait fait avec un filtre physique en RAW. D'accord. C'est vrai que ta remarque, elle est intéressante, puisqu'il y a beaucoup de fonctions, en général, sur le filtre RAW, c'est pas appliqué. On l'applique sur le JPEG. C'est ça. Là, c'est pas le cas. Très bien. Donc ça, ce qu'on voit à l'écran, c'est un filtre un peu dur qui a été appliqué. Mais on a aussi la transition qui est plus... On a trois valeurs. Voilà. On a le GND2, le GND4 et le GND8. Et sur chacune de ces valeurs, tu as du soft, du medium et du hard. Comme en vrai, avec les filtres. Donc ça te fait un nombre de filtres très important à ta disposition. Donc la première image que tu as montrée, on était effectivement là sur un GND qui donne une image dure. Ouais, donc ça veut dire que pour les auditeurs, en fait, on parle de la transition entre le filtre et le non-filtre. Oui, exactement. C'est-à-dire que c'est le dégradé, il est plus ou moins dur, médium ou doux. Ça, c'est une photo de Michel Maître. Oui. Et Michel travaille non pas en inversé, comme beaucoup de personnes, il parle sur le dégradé sur le ciel, et non pas en partant donc du côté terrestre. Voilà. Et donc là, le filtre appliqué, on le voit avec la barrière des arbres au fond. Oui. Donc il est appliqué jusqu'à cette hauteur-là. Oui. Donc la compensation du filtre GND va être sur cette partie haute, et la partie basse, c'est la réalité de son exposition. C'est ça. Là, on est par contre sur du moyen, du médium. Voilà, on est sur du très doux.
Là, on est sur du soft, du GND2S, donc on est vraiment sur ce qu'il y a de plus doux. Oui. Et là, d'ailleurs, on le voit, on garde les détails au niveau des arbres. C'est vrai. Alors que si j'avais mis un filtre plus dur, je n'aurais plus de détails au niveau de l'arbre qu'on voit au fond. C'est ça. Parce que là, on part par le bas, là. Alors non, le filtre est toujours par le haut. Par le haut, mais forcément, si tu descends ton filtre et que tu vas dans la partie où il y a les arbres, tu vas obscurcir l'arbre aussi. Oui. Donc là, l'intérêt, c'est de travailler sur du soft et on voit qu'on garde quelque chose de très naturel. Très bien. Là, encore un autre cas intégré dans l'OM1. C'est quel mode, ça? Alors ça, c'est le mode haute résolution. Voilà. Donc, qui date depuis le MAX, depuis 2015, donc ça date maintenant. Oui. Donc ça fait quasiment 10 ans qu'on a cette fonction dans nos appareils. Tout à l'heure, tu parlais des différentes tailles de capteurs et des formats. C'est la même chose, tu vas me dire. La résolution a souvent été un critère d'achat pour les gens. Après, c'est vrai. Moi, je trouve que quand on voit ce qu'on est capable de faire avec déjà du 12, 20, 18 millions de pixels, on fait des choses incroyables, mais il y a des gens qui ont besoin, dans leurs usages, de monter pour avoir plus de résolution. Mais ça, généralement, c'est ponctuel. On n'en a pas forcément toujours besoin. Donc cet appareil permet de le faire. Et dans l'évolution, depuis 2015, c'était le MAX qui avait cette première fonction. Depuis l'évolution, maintenant, on peut le faire à main levée. Donc ce qui est le cas de cette photo. Donc lorsqu'on est à main levée, on peut sortir des fichiers de 50 millions de pixels avec cet appareil à main levée. Et si on est sur trépied, on peut faire du 80 millions de pixels à partir de cet appareil. Donc, comment ça marche? Là, en fait, l'appareil, il va vous faire, sans que vous ayez à le faire, à déclencher 12 fois. Donc lui, il va déclencher 12 fois. Donc là, il va se mettre en obturation électronique. Donc vous n'allez pas entendre les déclenchements, forcément. Et lui, il va faire 12 photos avec un léger décalage pour augmenter les pixels. D'accord. Il va vous les assembler et vous générer l'image que vous voyez à l'écran. Donc là, on est sur une image. Là, ça fait quand même 50 mégas la photo, quoi. Donc 50 millions de pixels, c'est énorme. Donc voilà, encore une fois, moi, ma recommandation, c'est j'en ai besoin, pas besoin. Donc attention, mais c'est une fonction qui existe. Là, on voit bien que dans le paysage, il y a des gens qui adorent ça. Adrien, c'est une image que moi, je trouve magnifique dans sa composition et dans son traitement. Il y a beaucoup de gens qui pourraient avoir besoin de ça en architecture, par exemple, où la haute résolution pourrait être intéressante. Les packshots également. Ce sont des domaines photographiques où la haute résolution peut être intéressante sans aller dans des boîtiers, des fois des valeurs en termes de coût, qui sont largement supérieures à ce que propose notre OM1 Mark II. D'accord. Quelle optique, justement, là, tu as devant toi, tu as un certain nombre d'optiques. Là, quand on voit cette photo, ça a été fait, est-ce que tu sais avec quel focal ça a été fait? Je sais parce que j'ai la chance de beaucoup discuter avec mes ambassadeurs. Et en fait, celle-là a été faite avec on n'avait pas prévu, tu me pièges là. Mais heureusement, je l'ai emmené avec le 1450. Alors 1450, donc ça fait l'équivalent d'un 28... Non, pardon, 40-150. Ah oui, donc c'est un 300 f4. Donc ça fait partie maintenant... Adrien est un grand spécialiste, dans cette photo, pardon, c'est Adrien Sutter. Adrien est un grand spécialiste de la photo de paysage. Donc c'est lui qu'on a vu les photos tout à l'heure avec le filtre ND. Et de plus en plus, Adrien lâche le grand angle. Donc il travaillait beaucoup avec le 8-25 et de plus en plus maintenant il travaille avec le 40-150 et je trouve très intéressant l'évolution d'un photographe de paysage où on imagine que c'est que du grand angle mais en fait non, là on voit que c'était fait avec, avec un équivalent 80-300 en f4 et là je vais me permettre de montrer la différence entre les deux puisque c'est les deux mêmes. D'accord. Donc là les mêmes valeurs focales, là tu as f4, là tu as 2.8. D'accord. Donc en fonction des besoins on a choisi la portabilité et la légèreté. Donc c'est le cas d'Adrien qui randonne beaucoup. Donc lui, il préfère partir avec le 40-150 en f4 et ça fonctionne super bien. Encore une fois, tout à l'heure on parlait de la sensibilité ISO. Je te rajouterai encore une fois le stabilisateur et voilà ce qu'on a comme image. On passe à une autre partie de l'univers d'OM System, c'est l'astro. Puisqu'en fait, il y a dans cet appareil, pareil, une fonctionnalité, tu vas me donner son nom. Le Starry Sky. Starry Sky. Starry, puisque c'est Starry, des étoiles. Oui, bien sûr. Voilà. Comment ça marche? En fait, on va travailler un peu, on parle beaucoup d'intelligence aujourd'hui artificielle. On l'a sur la détection des animaux, la détection des voitures, des oiseaux et on l'a donc intégré pour détecter et que l'appareil photo sache
que vous allez photographier des étoiles, et dans ces cas-là, il sait où il doit faire la mise au point. Et donc la mise au point ne doit pas être... C'est vrai qu'on a l'impression que c'est l'infini, en fait, les étoiles, mais si vous allez à l'infini, c'est flou. C'est tellement précis de faire des photos d'étoiles qu'il faut lui indiquer. Et dans ces cas-là, lui, il va avoir deux modes. Soit il va aller très vite faire la mise au point, soit vous allez chercher une précision extrême. Et donc ça, c'est des choix. Moi, ma recommandation, c'est de chercher de la précision extrême, puisque lorsqu'on fait ce genre d'image, on a le temps. On n'est pas dans le speed. Donc autant prendre le temps. Et dans ces cas-là, on est capable d'aller chercher un réglage qui nous permette de voir cette image de Laurent Gate, où effectivement, là, on voit que la mise au point, elle est nickel, quoi. Alors, je vais dans les menus, là. Tu vois, je suis sur l'appareil. Où c'est que je vais trouver ça? Alors, le Starry Sky, tu l'actives via les modes où tu as les modes rafale. D'accord. Donc, tu appuies sur OK. Donc, j'appuie sur OK. Voilà. Tu vas chercher... Pardon, pas les... Où tu as tous les modes... alors, sors de ce menu. Oui. Voilà. Hop. Appuie à mi-cours sur le déclencheur. Oui. Appuie sur OK. Voilà. Tu vas aller sur le SAF plus MF. Oui. Tu valides, et là, tu vas voir à la fin le Starry Sky. Starry Sky AF plus MF. Voilà. D'accord. Et là, donc, le mode est appliqué et lui se débrouille. Et lui, il se débrouille. Tu n'as plus qu'à mettre ton appareil. Alors, en général, c'est des poses longues, donc tu le fais rarement à main levée, ce genre d'image. Bien sûr. Donc, tu mets ça sur le trépied, tu lui indiques que là, et lui, il fait son boulot, et tu as cette image-là au final. Tu parles de pose longue. Là, typiquement... Oui, alors ça, c'est une fonction, et tout à l'heure, on parlait de fonction cumulable chez nous. Là, en fait, encore une image de Laurent Gate, il a associé le Starry Sky avec le Live Composite. Donc le Live Composite, chez nous, c'est une fonction qui va enchaîner les déclenchements en respectant l'exposition de départ. Donc là, par exemple, cette photo, lorsque Laurent l'a faite, il a fait une première image avec l'exposition correcte sur le moulin, sur les arbres. Donc ça veut dire que, et après, l'appareil photo enchaîne les images toujours à la même expo. Un peu comme un time-lapse. Oui, sauf que, là, tu vois, typiquement, les gens se disent, ça, je vais prendre une pause B pour faire ça. Ben non. Sauf que si tu fais une pause B, à un moment donné, les projecteurs qui éclairent le moulin vont venir cramer ton image. Bien sûr. Donc là, il a son image de référence. L'appareil enchaîne les images, un peu comme un time-lapse, comme tu dis, un intervallomètre, si on devait parler à l'ancien temps. C'est vrai. Et donc, il enchaîne les photos, et lui ne va faire que ajouter les ajouts de lumière. D'accord. Et là, c'est ce qui se passe sur cette image. Là, je pense que j'apprends à rien à personne, la Terre tourne, n'est-ce pas? Donc là, on voit donc, le cercle qui est généré par les étoiles. Donc ça, c'est une photo où il faut à peu près 1h30, 2 heures, facile, pour avoir ce genre d'effet sur l'image. Et là, il enchaîne les images pendant 2 heures, de cette manière-là, sans jamais cramer l'expo. Et du coup, les ajouts de lumière vont créer un peu comme un filtre radial, mais là, c'est naturel. Ouais, c'est très chouette. Une autre fonctionnalité. Oui, toujours une autre. Cette fois-ci, on n'est que dans le Live Composite. Voilà. On n'a pas additionné le Starry Sky. C'est une image que j'aime beaucoup de Michel Maître, puisque là, en fait, on ne sait pas quand tu as un orage, quand deviner. Il y a différentes façons de faire. On en parlera un peu plus tard avec le Pro Capture aussi, mais en fait, c'est une image là où on est capable d'aller chercher plusieurs éclairs dans la même composition d'image, toujours avec le Live Composite. Donc ça fonctionne très bien avec les feux d'artifice aussi, par exemple, ou en light painting. Là, en fait, on met la photo, on fait son cadrage, on active l'expo, on voit bien pour que les lumières soient correctes, et on attend que l'orage tombe. Et là, automatiquement, c'est considéré comme des ajouts de lumière, ça vient s'intégrer dans la photo. Et lui, il le met. Et quand ça vous plaît, vous le voyez sur votre écran, vous déclenchez, vous n'avez plus qu'à arrêter, et vous avez votre photo. Et c'est terminé. C'est comme une peinture, en fait. C'est un tableau qu'on est en train de peindre. Là, sauf que vous commencez le tableau avec une image existante, et il y a des choses qui vont venir se rajouter sur l'image existante. Alors, c'est vrai que moi, c'est ce qui m'a agréablement surpris sur ce système, c'est en fait qu'à l'intérieur de cet appareil photo, on retrouve des fonctionnalités qui habituellement sont plutôt utilisées sur un ordinateur à part. Il y a différentes fonctionnalités. Alors, il y a celle-ci, tu viens de le dire, et puis il y a aussi, par exemple, celle qu'on connaît tous, c'est le focus stacking, où on arrive avec un ensemble de photos que l'on va empiler et que l'on va reconstituer dans un Photoshop, dans un Lightroom ou je ne sais quoi. Et là, lui, par contre, il le fait à l'intérieur du boîtier. Ça, c'est un certain nombre de photos qui ont été prises, toujours pareil, en décalant la netteté,
puisqu'on est en mode macro par exemple, donc on est obligé au fur et à mesure de dire je suis net sur le corps, ensuite sur les pattes, et puis ainsi de suite, et on va en profondeur. Et après, une fois qu'on a fini, on reconstitue tout. Là, c'est ce qu'il a fait. Oui, mais sauf que c'est l'appareil qui a tout fait. Voilà. En fait, là, c'est une photo de notre ambassadeur Éric Leroy. Et Éric, lorsqu'il fait ce genre d'image, là, il y en a 15, par exemple. Donc 15 images pour générer une image finale. Donc par contre, là, l'image finale est générée en JPEG. Elle n'est pas générée en RAW. Par contre, si tu travailles en RAW et JPEG, tu as tes 15 images qui t'ont permis de la créer. Oui. Donc si jamais tu n'es pas content, ce qui arrive quasiment jamais, tu as les 15 images de référence qui permettent de le faire par ordinateur. D'accord. Sinon, tu as cette image-là. Et là, c'est une image qui sort du boîtier d'Éric directement. Les 15 images ont été assemblées pour générer une photo finale. Donc 15 photos. Et tu as raison, alors le focus stacking travaille de cette manière-là. En fait, tu fais ta mise au point. Il prend 2 photos avant pour anticiper éventuellement un bouger. Et donc, du coup, après, il va t'en faire 13 derrière pour arriver au total de 15. Donc, lorsqu'on fait sa mise au point, il faut bien anticiper ces 2 photos avant. Et après, on part sur les 13 autres derrière. Alors, c'est marrant parce que c'est un très bon enchaînement. Tu as cette notion d'anticiper une image. Oui. Et ça, il existe donc en fait un prédéclenchement. Ah oui, je vois de quoi tu parles. Système. Mais avant, on va juste dire que ce prédéclenchement, il a un buffer, c'est de quel ordre à peu près? Alors sur l'OMA Mark II, on peut quasiment monter, il a 99 photos possibles sous le coude. Donc ça veut dire que tu peux quasiment remonter à 2 secondes en arrière après que tu aies déclenché. Donc oui, mais tu as été loin pour tester l'appareil. Écoute, c'est le but. Tu as tout testé, c'est bien. C'est le but. Donc oui, ça, voilà, encore une fois, je me suis permis de mettre une des miennes là, une de mes images, parce que c'est une image, moi, je ne suis pas un grand spécialiste, contrairement aux ambassadeurs, mais cette photo, pour moi, elle est impossible à faire si je n'ai pas ce mode. Parce que si vous imaginez la vitesse à laquelle un oiseau passe devant un martin-pêcheur et avoir le martin-pêcheur en train de réagir, pour moi, c'est quasiment impossible, quoi. Et je suis incapable, à mon niveau, d'anticiper ce genre de choses. Donc, avec le mode Pro Capture, j'étais en train d'attendre qu'il se passe un truc avec le martin-pêcheur, et j'ai vu cet oiseau passer derrière, et je me dis, je déclenche, on verra bien. Et en fait, je suis revenu 34 images en arrière. D'accord. Donc là, j'avais pas tout mis, tout ça c'est paramétrable. On peut aller sur l'OM1 Mark II jusqu'à 99 images. Donc en fait, quand je déclenche, je pourrais revenir 99 images en arrière pour charger l'image. Là, j'en avais fait 35. Donc j'ai déclenché, j'avais ma 35e photo et j'ai pu revenir 34 images en arrière. Et là, le résultat, j'étais super content parce que j'avais le moment où j'étais sûr de l'avoir loupé. Et grâce à ce mode, finalement, je ne l'ai pas loupé. Donc, sans avoir les compétences d'un ambassadeur, on est capable de réagir. En tout cas, l'appareil réagit à ma place et je peux avoir ce genre de photos. Alors, un autre point qui est plutôt, en général, une critique que l'on fait sur un capteur micro 4 tiers comme celui de l'OM1, c'est qu'on se dit les propriétés optiques ne permettent pas de faire, par exemple, un joli bokeh. Ah oui, je sais ce que tu veux dire. On entend souvent cette réflexion-là. Alors, quelque part, s'il faut comparer une ouverture de 2.8 sur un capteur moyen format tu vas loin là. Et un capteur plein format, on se rend compte effectivement que le bokeh est multiplié, est accentué par rapport à un plein format. Par contre, si on part d'un APS-C vers un plein format, on se rend compte que sur l'APS-C, c'est un peu plus compliqué pour pouvoir faire effectivement un bokeh aussi fort. Et du coup, effectivement, sur un micro 4 tiers, c'est encore plus compliqué. Mais il y a quand même des optiques, et c'est ce qui fait la différence, je pense, chez vous, qui descendent très bas. Oui, il y a 2 façons de répondre à ce genre de questions. Il y a effectivement, comme toujours, il y a des bruits qui circulent, et moi on me dit souvent c'est pas possible. C'est-à-dire que tu peux, même si on revient sur la photo d'avant, c'est flou derrière. C'est vrai. Donc c'est pas net. Donc c'est pas impossible. C'est-à-dire que c'est moins que les autres, mais moins ne veut pas dire qu'il y en a pas. Donc effectivement, c'est à valeur équivalente. Parce qu'il y a souvent cette ambiguïté. Les gens me disent oui, mais un 300 mm f4 chez vous, en fait, c'est un 600 f8 chez les autres. Non, c'est pas vrai. Ça reste un f4.
c'est juste sur la profondeur de champ où les personnes qui disent ça ont raison, mais c'est pas sur la quantité de lumière qui rentre. Bien sûr. Donc ça reste un f4. Donc il y a moins de profondeur de champ. Non, au contraire, il y a plus de profondeur de champ, mais ça ne veut pas dire qu'il y en a. Voilà, que c'est tout le temps net. Et là, encore une fois, si on reprend l'exemple avec le martin pêcheur, on voit bien que il y a des choses derrière. Bien sûr. Mais en même temps, c'est pas tout flou. Et moi, c'est ce que j'aime dans nos produits, c'est qu'on arrive à globalement, je trouve que c'est intéressant, et on voit de plus en plus de photographes aller dans cette direction-là, c'est d'intégrer l'environnement dans lequel se trouve le sujet. Bon, moi, j'ai parlé de l'animalier. Que ça raconte une histoire. Ça raconte une histoire. Moi, là, le martin pêcheur, en gros plan, où tout est flou derrière, il a été vu 20 fois, quoi. Par contre, avec un oiseau qui arrive au-dessus, c'est un peu plus rare. Une histoire. Donc, moi, je trouve, et on le voit sur cette photo, si on veut vraiment être à l'extrême, ça, c'est une photo que j'ai faite il y a quelques temps. Avec... c'est toi qui l'as faite, celle-ci? Ouais. D'accord. J'ai eu cette chance-là d'être dans un endroit incroyable. L'œil est net, hein? Oui, il n'y a que l'œil de net. Si jamais on tapait dans l'image, et là, on est net que sur l'œil, et en même temps, je suis à 1,2 d'ouverture. Là, tu es à 1,2. Je suis à 1,2 pour faire cette photo, donc je vous laisse imaginer, si j'étais à 1,2 avec un capteur plus grand. Bien sûr, oui. J'aurais plus rien. C'est quoi comme focale, là? Là, j'étais avec le 45 à 1,2. Donc j'étais un peu à l'affût, planqué. Optique fixe. Ah oui, optique fixe. Et en fait, j'étais plutôt parti avec le 300 pour faire des images. Ouais. Et lui, je le voyais s'approcher. Je me suis dit, en même temps, j'ai d'autres photos où il ouvre le bec parce qu'il n'était pas serein. Là où j'étais planqué, il sentait qu'il y avait un truc. D'accord. Et là, j'étais avec le 45 1,2. Donc c'est un équivalent 90 à 1,2 pour faire cette photo. Et je suis plutôt content d'avoir cette... je trouve qu'il se passe un truc en fait entre lui et moi à ce moment-là, et je voulais vraiment pas faire de bruit, pas le déranger, et là la mise au point est partie. Là j'ai juste pris mon boîtier, j'avais juste le temps de faire ça, et après il a commencé à crier, et là la mise au point est hyper précise, quoi. D'accord. On a fait à peu près le tour de ce qu'on voulait voir en termes. On a vu des choses en tout cas. En termes de fonctionnalité. Moi, je voudrais revenir quand même sur 2 points. Non, d'abord, j'ai une petite question. Quand on va voir les optiques sur le site internet, on a le nom d'un monsieur qui apparaît à chaque fois pour toutes les optiques. Oui. C'est quoi l'histoire en fait de ça? En fait, la marque OM System a souhaité garder son histoire. Olympus. D'accord. Donc, je ne dirais plus Olympus, puisque officiellement, on n'a plus le droit aujourd'hui d'utiliser le mot Olympus. C'est pour ça que dans toutes les communications, vous voyez maintenant OM System. D'accord. Mais moi, je trouve intéressant, de par mon parcours en plus professionnel, de garder cette histoire. Donc, en fait, c'est le nom des créateurs que tu vois marqué dans l'histoire de la marque qui se poursuit. Et on ne va pas d'un seul coup effacer les noms des gens qui ont créé et qui ont conçu nos optiques. Donc, c'est pour ça que tu vois les noms marqués. Ouais. Alors, je voudrais faire une petite précision, parce qu'on entend parfois en disant « mais non, mais Olympus, c'est fini ». OM System, c'est la fin, etc. Des choses pas très gentilles. Je voudrais revenir sur les chiffres qui sont tombés récemment de l'année dernière, en fait, les ventes, où on retrouve, alors, bien entendu, dans les 10 premiers, mais en fait, OM System est bien présent. Oui. Ça se vend réellement, c'est loin d'être une société qui reste en alerte ou qui reste, entre guillemets, marginalisée. Vous avez une très, très grosse communauté dans le monde animalier, en particulier. Alors, on le comprend, parce que la taille des optiques reste quand même... Oui, puis c'est principalement vers là où on communique. Je vais arrondir en disant la nature au sens large du terme, puisqu'on pense qu'effectivement, la portabilité de nos produits aide à faire ce genre de photos, puisqu'on a eu plein de photos. Si je n'avais pas eu des objectifs comme le 300 f4 dans mon sac, je ne l'aurais peut-être pas pris à un équivalent plus gros. Bien sûr. Parce qu'à un moment donné, quand on va du point A au point B, je me répète souvent sur le sujet, mais on a un parcours à faire. Oui. Et quand tu as un sac qui pèse 6 kg, tu en as un qui fait 2 kg, ça aide. Et effectivement, la nature et l'animalier s'y prêtent bien à ce genre de compromis. Et puis il y a quand même un aspect aussi, moi je trouve très intéressant, c'est l'aspect financier. Puisque aujourd'hui, un appareil OM1 avec un kit standard, c'est de quel ordre de prix? On est à moins de 3 000 € avec le 1240, qui est l'optique de base, sur l'OM1 Mark II.
Et puis on est à 2003 de mémoire. Alors je suis plus technicien que dans le commerce, donc je suis très content que c'est toi qui parles du business que moi. Et puis je trouve moi qu'en termes de tarifs, puisque encore une fois tu parles de taille de capteur, mais tu as aussi la technologie du capteur, puisqu'on est quand même sur un capteur rétro-éclairé empilé, donc qui est récent, qui est une nouvelle technologie sur l'OM1 et l'OM1 Mark II. Donc on est sur des capteurs très haut de gamme, même si ça ne fait pas la même taille, mais technologie, c'est de la technologie très haut de gamme. Et on peut avoir. Alors, ça reste une somme, je ne dis pas que c'est. Mais si on compare avec ce qui peut se faire effectivement ailleurs, c'est-à-dire il y a une différence de tarif. Il y a un OM5 ? Oui, on est à moins de 2000 euros. Moins de 2000 euros. Ah oui, on est à moins de 2000 euros sur l'OM5. On est aux alentours de 1400, 1500 euros sur un OM5. Et après, le prix des optiques également, moi j'ai trouvé quand même moins cher. À toujours pareil, optique équivalente. Alors certes. Alors je dirais à focale équivalente. À focale, tout à fait. À focale équivalente, parce que des fois on entend des choses et on lit des choses. Effectivement, je sais qu'on va me dire, oui, mais la valeur focale est liée à votre taille de capteur, mais en fait c'est ce que vous allez utiliser. Bien sûr. Et un 300 mm f4 aujourd'hui, on est à moins de 2500 euros sur un équivalent 600 f4. Ce qui a un prix qui est très attractif. Bon, après, moi, je ne rentre pas souvent dans les débats. C'est toi qui donnes les chiffres. Moi, je les connais même. Les auditeurs les connaissent, bien sûr. Donc, c'est toujours intéressant d'avoir des repères. Maintenant, c'est vrai que sur la partie commerciale, moi, quand je suis sur des événements, je vois bien que les gens achètent. Donc, je rejoins ce que tu dis. Oui, non, mais c'est vrai. Sinon, peut-être que je ne serais plus là, d'ailleurs, si les gens n'achetaient pas. Rappelle-moi combien d'années tu es... Écoute, j'ai fait au mois de septembre, j'ai fait ma 39e année Olympus OM System. Donc j'ai vu le parcours de la société. Donc voilà. Thierry, merci pour tout ça. Je voulais qu'on fasse un petit point. J'apprécie parce qu'on ne s'est pas vu depuis le mois de février, je crois. On a échangé un petit peu ensemble. On s'était vu pour le lancement de l'OM1 Mark II. Je me souviens. Et du 150-600. Et moi, je suis très content que tu aies eu envie, en tout cas, de faire la démarche de tester nos produits. Oui. Et de dire, écoute Thierry, je teste, et puis après on parle ouvertement de ce que j'ai ressenti. Bien sûr, on aura l'occasion de retrouver une capsule plus sur le terrain, avec différents tests. Mais c'est vrai que c'était intéressant déjà d'avoir ton point de vue. Moi j'ai commencé effectivement à faire 2-3 tests. Pour l'instant je suis très satisfait de ce que j'ai pu avoir entre les mains. Maintenant, je vais pousser encore un peu plus. Je t'ai posé plein de questions. Oui, je vais pouvoir les appliquer. Je trouve, encore une fois, que c'est bien de parler d'alternatives. C'est-à-dire que je pense qu'il y a de la place pour tout le monde sur le marché de la photo. Il y a des gens qui veulent absolument du plein format, du moyen format, de la PSC. Mais je pense qu'on a aussi, nous, des choses à raconter. Et on est une alternative à ce qu'il existe sur le marché. Et après, les gens choisissent en connaissance de cause. Thierry, je te souhaite une belle continuation. Je sais qu'on est en pleine période de salon de la photo qui va arriver quand on tourne cette émission. Demain. Courage, c'est demain pour moi. Pour le montage. Si vous avez aimé cette capsule, mettez des pouces. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis, posez vos commentaires. On les fera suivre auprès de Thierry si vous en avez besoin. Allez, bisous.